Avant de me mettre au travail. Oui. Il y a beaucoup de monde, il y a pas mal de monde. Ben oui. Oui, c'est bien. C'est pas un sujet facile, hein? Non. Ça donne une bonne introduction pour justement dans le secteur où il y a justement avec toutes les contraintes, les fermetures, presque sauvages, on dirait. Vous, qu'est-ce que c'est votre... vous êtes avec qui ou... Carrie, on va débuter dans environ une dizaine de minutes vers les autres. Il nous reste une chose à installer, puis après on va commencer. Je vous remercie de votre patience. Thank you for your patience. The snowstorm got us into a lot of trouble. We will be starting about half an hour late. Everything will be half an hour later on the agenda. We should be starting in about 5-10 minutes. Bonjour. Alors, finalement, on est une demi-heure environ, on a environ 35 minutes de retard à l'horaire. J'espère que tout le monde est au courant que la traduction simultanée. S'il y a des gens qui ont besoin des appareils, vous allez voir monsieur en arrière. On va débuter avec monsieur Bill Rowe, qui est le directeur de l'école du service social de McGill. Je vais lui donner la parole, puis un va introduire l'autre. Alors, bienvenue à tout le monde. Bonne journée. Thank you very much, Joanne. Just, is that coming through okay? All right. Certainly a sincere welcome and a good morning. Economic, social, and political events of the past few years have touched the normally insulated universities in many unprecedented ways, as you've seen in the newspapers and the TV reporting of the last few weeks. Threats to funding, future, and stability have seen otherwise erudite individuals responding with what I consider to be disbelief, confusion, shock, outrage, some with resignation, hopelessness, and depression. Any clinician in the room would recognize these as all the signs of loss. And I find myself in my position and as an observer of the human condition anxiously awaiting the next phase of loss, well known to all those persons who have either experienced disabilities or had people close to them experience disabilities. That is what we're here for today. Organization, empowerment, politicization. That is the other side, and I think that's exactly what people are going to have to be collaborating on. Clearly this conference, with its wide range of participation,
and focus on human rights is a powerful example of the kind of collaboration and partnership that spells the only hope that we have for moving this critical agenda of human rights forward in these extraordinary times. On behalf of the School of Social Work at McGill, I would like to welcome all the presenters and the participants, and also to thank the organizers for the exemplary work that they've done. They couldn't stop the snow, but they put everything else together, and wish all of you here a very successful conference. I have to apologize ahead of time because I'm opening up another conference in about 15 minutes in another place in the city, so I'll be pushing off, but I'll surely get a chance to hear about the conference very soon. So at this moment, I'd like to introduce you to one of our most proud professors at the School of Social Work, Jim Torchiner, who also happens to be the director of the Consortium for Human Rights Advocacy, McCrath. So Jim, would you take the mic and get us started? Thank you very much, and best wishes. Bonjour, je m'appelle Jim Torchiner. J'essayais en français, mais je suis le fondeur de McCrath, le consortium de droits humains, et aussi le fondeur des projets jeunesse à Côte-Neige. Et pour moi, c'est un grand honneur pour attendre cette conférence. And now I have to switch into English. I tried. But I'm getting better, and yeah, I'll tell you. But the purpose of advocacy and the purpose of language is to create that link among all people, what we have in common. What we have in common, I think, in this room, is a deep desire, a deep respect, a deep love and affection, a caring, and a commitment to the welfare of all people. And an understanding that we live in societies where people become disempowered first from themselves. Who are we? What can we change? So these big systems, what can we do? Maybe it's our fault. And we deal with institutions that rather than helping us to become empowered and to exercise our rights and to feel like we're full citizens and are respected in this society, often now you call up and you get a message saying, if you have this problem, press number 1. If you have that problem, press number 2. Right? And then you press number 2, and they say, if you have the third problem, go back to the beginning. Right? And you go on and on and on. We don't deal with people anymore. And what advocacy is about is a passion for people and a passion for each other, and how we can take these institutions of ours and make them whole again so they're responsive to our needs. And it also happens at a political level, that there are groups of people in society who are treated disrespectfully, who are treated without the same encouragement, without the same rights as other people. And part of the process of change, in my mind, is first, how do we change ourselves so we believe in ourselves? How do we change our institutions so they're more responsive? And how do we change our policies so they're more just and more equitable? About 5 years ago, I started the Montreal Consortium for Human Rights Advocacy Training to take people from my privileged position, being a professor at a university, and to say, what can we do to join common cause with people on the front lines, people like Helen, people like Joanne, who every day express their commitment for social justice and social change. What's the essential role of a university to help in that? By providing training, by developing model programs, and by being honored, and I say I'm deeply honored, to be here at this conference, where it is so clear to me the important work that is being done both by Helen and Joanne and by each person in this room. I met Joanne years ago when she was a student in the McGill School of Social Work. That's true. But you take one look at her and you understand advocacy. You understand a commitment that a human being is prepared to make
for the dignity of other people. I've learned a lot from you, Joanne, and I'm glad to be here for that reason as well. And also, I get to introduce my friend, mon confrère, mon ami, Hélène Roumac, who is a driving force behind this conference, behind this organization. I've had the pleasure of working with them as well as with Sir Timothy Stanton for the last year on this project. And I'm happy to be here, and thanks for inviting me. On va commencer avec les gens, pas les gens, les sujets, le cœur du sujet. Je veux simplement vous souhaiter la bienvenue et je veux vous souligner qu'il y a dans la salle des gens absolument extraordinaires pour la plupart. Et dans nos experts, des gens aussi extraordinaires, par leur sens humain d'abord, mais aussi en termes de qualité de travail qu'ils effectuent. Alors je pense qu'on est privilégiés d'être ici aujourd'hui. Alors je vous souhaite la bienvenue. On commence par un invité assez spécial qui a des qualités extraordinaires, qui a des expériences extraordinaires, mais je dirais que celle qui a fait qu'il est ici ce matin, c'est parce que c'est d'abord et avant tout un homme de cœur. Et ça se sent. Parce que peu importe l'importance de sa fonction, bien sûr que ce sont des choses importantes dans une société, mais les qualités de cet homme-là font qu'il peut, ses qualités et sa personnalité peuvent servir d'une cause qui a bien besoin d'aide. Alors, c'est la raison principale pour laquelle il est ici. Ceci étant dit, je vais vous décrire un peu ses expériences, qui ne sont pas à dédaigner non plus, qui sont impressionnantes. Alors, Maître Daniel Jacobi est protecteur du citoyen du Québec depuis le 31 août 1987. Il est aussi titulaire d'une licence en droit et d'un diplôme d'études supérieures en droit privé de l'Université de Montréal. Admis au barreau du Québec en 1966, il a par la suite occupé des fonctions d'attaché de recherche, puis de professeur dans diverses universités québécoises, dont Montréal, McGill, Sherbrooke, l'Université du Québec à Montréal. Il a également agi comme adjoint du président de l'Office de révision du Code civil et secrétaire général rapporteur. Mais c'est pas fini. En 1973, il entre au service du gouvernement du Québec, où à titre de conseiller en droit privé, puis à tour de rôle de directeur général des affaires législatives, de président fondateur de la Commission de réforme des lois et des règlements, et de sous-ministre associé de la justice, responsable des affaires législatives. Il se consacre principalement à la formation des légistes et à l'amélioration de la rédaction des lois et des règlements. En septembre 1980, le gouvernement lui confie la tâche de sous-ministre à la Justice et sous-procureur général du Québec. Il agira en même temps comme membre du Conseil consultatif de la Justice, membre de la Commission des services juridiques et comme sous-registraire du Québec. Il sera particulièrement signalé ces dernières années dans le domaine, il se sera particulièrement signalé ces dernières années dans le domaine des droits et libertés de la personne, dans la réforme du droit civil et dans l'humanisation de la justice au bénéfice des justiciables. Je vous laisse dans sa compagnie. Je suis certaine qu'il va falloir que je l'arrête, parce qu'il faudrait continuer des heures, mais je suis certaine que chaque minute va vous intéresser. Bonjour tout le monde. Merci Madame Roumac pour ces trop belles paroles. Je pense, une chose qui est certaine, c'est que quand on fait un travail, il ne suffit pas d'avoir
de l'expérience. Il ne suffit pas d'avoir de la raison et du jugement. Il faut, je pense, aussi avoir beaucoup de passion. Now about your French, Jim, I think that your English is improving. Je vais donner ma conférence assise parce que j'ai un petit problème depuis quelques semaines. Je ne vais pas vous raconter mes histoires, mais j'ai une labyrinthite. Je deviens étourdi, je peux tomber par terre. Alors j'ai mon bas de chance. Alors voici. D'abord, je dois dire que j'ai accepté très facilement de faire ce discours d'ouverture parce que je considère que nous touchons ici une des problématiques les plus sérieuses de notre société. Les personnes vulnérables d'abord et les personnes qui sont vulnérables et qui vivent et qui sont hébergées dans des institutions. Je pense qu'on doit féliciter aussi le consortium de la défense des droits de l'Université McGill pour permettre de publiciser, de discuter, d'essayer de trouver des solutions à cette problématique. Je peux vous dire dès le départ que j'ai des préjugés, en ce sens que je favorise l'instauration d'un système d'advocacy dans le domaine de la défense des droits et des intérêts des personnes vulnérables en institution. Parce que je pense que c'est une bonne façon de travailler sur les barrières systémiques qui peuvent exister tant du côté des groupes de personnes vulnérables et des membres de ces groupes que du côté des institutions elles-mêmes qui génèrent leurs propres barrières systémiques. Je pense que ça va permettre certainement de redonner le pouvoir à des personnes qui sont trop souvent victimes de stéréotypes et d'exclusion. Je pense qu'une société civilisée doit combattre les exclusions plutôt que de combattre les exclus. Je vais vous parler un peu de la violence faite aux personnes vulnérables dans les institutions. Je ne m'étendrai pas là-dessus. Mais il ne faut pas se cacher, il existe de la violence dans les institutions à l'égard des personnes vulnérables. Cette violence prend différentes formes. Et cette violence est réelle, elle peut être physique. Des problèmes de malnutrition, de contention chimique, de contention physique. Et nous n'inventons rien parce qu'il y a des études qui ont été faites par des comités demandés par le gouvernement du Québec et qui font état de la violence faite aux personnes vulnérables. On la trouve aussi sous forme d'assaut, d'isolement. Et une des plus grandes violences aussi, qui est beaucoup plus sophistiquée, ce sont ces personnes abandonnées par leur propre famille dans les institutions. Et il n'y a pas très longtemps, vous en rappelez, on a oublié une personne dans son bain et elle est morte. Je pense aussi qu'il y a des atteintes profondes à la dignité de la personne lorsque, par exemple, on ne respecte pas l'intimité de la personne, ou lorsqu'on restreint, comme ça arrive trop souvent, on restreint abusivement son hygiène. On peut penser à toutes sortes de formes de violence, dont même l'acharnement thérapeutique, mais aussi de la violence verbale. J'ai un peu de difficulté à comprendre que des personnes aussi responsables que l'Association des hôpitaux du Québec ait pu dire il y a quelques semaines qu'il fallait remettre en question la pertinence de prodiguer des soins de santé à des personnes pour lesquelles on pense qu'elles vont mourir dans les prochains mois. Je pense que même si les sciences médicales étaient tout à fait exactes, des paroles comme ça de personnes responsables sont pour moi extrêmement graves. C'est une des plus fortes violences, c'est une violence verbale dite par des personnes responsables. Et il faut bien penser, c'est pour ça qu'il faut être extrêmement vigilant, que si l'association parle comme ça, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent comme ça, et des gens qui ont du pouvoir et de l'autorité.
Il y a aussi, il ne faut pas seulement parler des établissements publics. Vous savez qu'il existe un réseau d'établissements, de maisons de chambre, de foyers, de résidences, qui sont des établissements qui opèrent sans permis. Et dans ces établissements qui opèrent sans permis, il existe aussi des cas d'abus. Je ne dis pas par là que le réseau privé généralement génère des abus. Mais le problème avec le réseau privé, c'est qu'on apprend les choses par la voie des journaux très souvent. On a vu aussi il y a quelque temps que dans un établissement privé, il y a une personne qui est décédée les suites de l'infection de ses plaies de lit. On sait aussi que rôdent les loups autour de ces institutions, ces gens qui s'improvisent comme administrateurs et qui recherchent systématiquement le contrôle du patrimoine des personnes qui sont hébergées dans ces institutions privées. On a développé une industrie pour tirer profit et exploiter les personnes vulnérables qui vivent dans les institutions privées. Ça se passe au Québec, ça se passe au Canada, un pays de droit et un pays de liberté. Et le problème là-dedans, c'est que les foyers qu'on appelle clandestins, c'est péjoratif, c'est quand même clandestin d'une certaine manière, même s'ils sont connus, c'est que ce système est, dans le fond, encouragé et développé par le réseau public. Parce qu'il y a un manque de place dans le réseau public, il y a des attentes, et ce qui se produit à ce moment-là, c'est que les autorités des établissements réfèrent systématiquement les personnes dans des foyers. Je ne dis pas que les foyers sont tous générateurs d'abus, mais je pense qu'il est certainement plus difficile de contrôler la qualité des services et le respect des droits dans les foyers privés ou dans les établissements privés que dans les établissements publics, même si on verra tout à l'heure que dans les établissements publics, il existe une loi du silence qui est tout à fait inacceptable. Et vous savez, ce qui est extraordinaire, c'est que dès 1987, le ministère de la Santé et des Services sociaux à Québec a passé une directive pour dire aux établissements ne référez plus les personnes dans les centres privés. Et cette directive, elle existe. Je ne l'ai pas inventée. Malgré tout, on se sert de système. Dans le fond, je me dis, dans ce domaine-là, comme dans beaucoup de domaines, il y a deux poids, deux mesures. Et je ne crois pas que ça soit très responsable que pour des raisons strictement financières. Vous savez, parce que si on accorde certains types de permis pour opérer à ces entreprises privées, le risque, bien sûr, c'est que ces organismes privés demandent de l'aide financière. Alors on ne peut pas, surtout pas. Donc c'est l'argent qui prime, ce n'est pas les personnes vulnérables. C'est un peu la position aujourd'hui dans notre économie néolibérale. Et alors, je me dis, quand on voit des choses comme ça, des cas de violence qui apparaissent dans les médias très souvent, heureusement qu'on a les médias, et heureusement qu'on a certains organismes d'advocacy, je me dis, est-ce que c'est la pointe de l'iceberg? Je ne sais pas, mais c'est inquiétant. Ensuite, je pense que les personnes qui vivent en institution, je voudrais vous parler un peu des facteurs de vulnérabilité des personnes qui vivent en institution et que vous connaissez autant que moi, mais il y a certainement la condition de la personne. Je n'ai pas besoin de faire un long développement pour dire que les personnes âgées, pour dire que les personnes lourdement handicapées, les personnes qui ont des problèmes de comportement, des désordres d'ordre mental, les déficients intellectuels, d'une certaine manière, sont des personnes qui ont des problèmes au niveau de leur autonomie. Ce sont des personnes dont l'autonomie est réduite. Et ça, c'est évidemment un des facteurs de vulnérabilité. L'autre facteur de vulnérabilité, c'est qu'il y a, d'une manière générale, le phénomène de la pauvreté qui est associé à la condition de personnes vulnérables. La réalité est comme celle-là. La plupart des personnes âgées vivent presque exclusivement des programmes de sécurité de la vieillesse.
et ceux qui, pour des raisons d'âge, ne bénéficient pas de ces programmes de sécurité de la vieillesse, bénéficient du régime de sécurité du revenu. Mais dans tous les cas, on est en bas des seuils de pauvreté. Donc, je pense que c'est un facteur qui accroît la vulnérabilité des personnes âgées, le fait qu'elles vivent généralement sous les seuils de la pauvreté. Je pense également qu'il y a un facteur, vous savez, que j'appellerais la captivité de la personne en établissement. Moi, dans mon expérience de protecteur citoyen, je dis que déjà les gens qui ne sont pas dans les établissements sont généralement des personnes captives du gouvernement. Parce que les gouvernements, les agences gouvernementales, les ministères sont, selon moi, des monopoles. Et les monopoles se comportent ou peuvent avoir tendance à se comporter d'une certaine manière comme des monopoles. C'est facile et c'est, je dirais, presque inhérent et naturel à la notion d'agence ou d'établissement public. Et lorsqu'on a des difficultés, ce que je peux constater tous les jours, lorsqu'on est en liberté, qu'on n'est pas en établissement, mais qu'on a des difficultés avec le gouvernement ou l'administration, au Québec comme ailleurs, eh bien, les choses vont vraiment très mal, et plus mal que la normale. Parce que vous avez un déséquilibre de force entre les citoyens et les citoyennes et l'appareil gouvernemental. L'appareil gouvernemental, vous savez, pour moi, c'est un appareil qui n'a pas de cœur, qui est anonyme d'une certaine manière et dont les moyens sont illimités. Les moyens financiers sont illimités. C'est quand même extraordinaire de voir à quel point, par exemple, dans le domaine, dans le réseau de la santé et des services sociaux, on utilise les recours contentieux. On va jusqu'en Cour suprême. Et tout ça, des recours qui sont pris par des gestionnaires et des autorités responsables pour se défendre continuellement. Qui a les moyens aujourd'hui, à part nos responsables et nos gestionnaires dans l'État, de se payer le luxe de pouvoir aller jusqu'en Cour suprême pour défendre ses droits? Pour moi, c'est un déséquilibre inacceptable. On est en période de récession, et même si on n'était pas en période difficile, je dis qu'il y a une forme d'abus de pouvoir de la part des autorités publiques, de se servir constamment, dès qu'elles sont mal prises, des tribunaux, alors que on n'a vraiment pas l'approche de conciliation, on a l'approche de confrontation. Et moi je dis que s'il y a des personnes dans l'appareil public qui disent que l'advocacy c'est dangereux, c'est fatigant parce qu'il y a de la confrontation, et c'est vrai qu'il y en a à l'occasion, ce que ces mêmes personnes ne réalisent pas, c'est qu'elles-mêmes provoquent la confrontation. Et ça, c'est des choses qui doivent se dire, c'est essentiel. Alors si je reviens maintenant à l'établissement, une organisation monopolistique, là aussi, la commodité veut, par exemple, qu'on préfère adopter des politiques et des pratiques uniformes. C'est plus facile de gérer l'uniformité que de gérer la distinction, de gérer les spécificités. Et ça fait l'affaire aussi bien des patrons que des syndicats. C'est une réalité aussi, ça. On est pris avec ce genre de problème systémique dans les établissements. Je ne veux pas dire par là que ça va mal nécessairement, mais la tendance générale, moi ce que je peux constater dans l'appareil public, je n'ai pas compétence sur les établissements directement, mais ce que je peux constater dans l'appareil public, c'est que, règle générale, quand il y a un choix à faire entre la personne et l'administration va toujours prendre des décisions pour sa propre commodité et non pas pour la commodité des citoyens. Je dis bien quand il y a des choix, au niveau des politiques. Et je ne dis pas que ce sont nécessairement les gens qui sont sur le plancher qui sont pris avec ces choix-là. Mais il y a
certainement, et je n'invente rien, et tous les ombudsman du Canada et ceux que je connais à travers le monde disent la même chose, le choix est toujours, quand il est très litigieux, en faveur de l'administration. Et ça se voit tous les jours. Ce qui m'inquiète aussi dans les prochaines années, c'est l'impact des déficits budgétaires du gouvernement. On sait très bien que, actuellement, à cause de la mondialisation des marchés et le développement de la technologie, on assiste à un phénomène mondial et à des phénomènes nationaux très inquiétants. L'écart entre les riches et les pauvres augmente, les classes moyennes deviennent appauvries. Par ailleurs, ce que l'on peut constater, c'est que il y a continuellement le chômage ne fait qu'augmenter. Et parce que le chômage ne fait qu'augmenter, les revenus de l'État diminuant, on coupe. Et où est-ce qu'on va couper d'abord? On coupe d'abord dans les programmes sociaux. Et c'est extraordinaire. Parce que, pourquoi on coupe dans les programmes sociaux et on réduit les dépenses? Parce qu'on a un service de la dette que l'on doit payer à l'extérieur. Ce qui veut dire que dans les faits, sur un plan strictement sociologique, social, on retire aux personnes les plus démunies des paiements que l'on transfère pour payer les riches. C'est ça que ça veut dire. C'est ça la réalité. Donc ce sont toujours les programmes sociaux qui s'écorchent. Évidemment, dans les programmes sociaux, il est clair qu'il y a des problèmes énormes. Quand on sait, par exemple, qu'au Canada, il y a plus de 5 millions de personnes qui vivent sous les seuils de la pauvreté, qu'il y a au Canada plus de 1,2 million d'enfants qui vivent sous les seuils de la pauvreté, alors que par ailleurs, il y a au Canada 90 000 entreprises qui, malgré des profits nets, des bénéfices nets de 27 milliards par année, ne payent aucun impôt à cause des impôts fiscaux. Il y a un déséquilibre absolument inquiétant dans notre société. Alors, ce qui veut dire que je pense qu'il va falloir être très vigilant dans les prochaines années et bientôt, à cause du fait que même dans les établissements où séjournent des personnes vulnérables, on va se retrouver avec des risques d'aggravation de la violation des droits et des intérêts de la personne. Il y a aussi le fait que moi je trouve un peu fatigant, ce sont les préjugés. On a tellement de préjugés sur les personnes démunies. Oui. Alors, je vais... Bon. Vous avez raison. Moi je pourrais parler comme je vois une père aussi. Il y a une chose aussi, tous les préjugés qui sont véhiculés autour des personnes vulnérables, autour des personnes démunies. J'aurais voulu vous en parler beaucoup, mais je pense qu'il y a des études qui ont été faites là-dessus et qui montrent que les personnes vulnérables, contrairement que les démunis en général, on dit ces gens-là ne veulent pas s'en sortir. Et elles ne veulent pas s'en sortir. Et ça, ce sont les blancs bien pensants de la majorité mâle qui disent ça. La classe dominante et on véhicule évidemment, et les gens bien portants qui disent ça, et les gens riches qui disent ça. Et il y a énormément de préjugés et de barrières systémiques. C'est pour ça que je pense que les personnes vulnérables ont besoin d'aide et de protection. Je vais sauter plusieurs chapitres. Ça fait rien. Je vais vous dire une chose. La question qui se pose aujourd'hui, ici, comme ailleurs, c'est malgré l'existence de mécanismes de protection des droits et d'organismes de protection des droits, est-ce qu'on peut penser que ces mécanismes ou organismes suffisent à assurer le respect des personnes en institution? Moi, je peux vous dire qu'il y a eu une réforme, il n'y a pas très longtemps, de la loi sur la santé, services de santé et services sociaux. Cette réforme, elle a créé une multitude de processus et de mécanismes et mis des responsabilités à tous les niveaux de l'organisation, que ce soit au niveau du directeur général, du conseil d'administration,
du conseil des infirmières, du conseil des médecins, enfin je ne vais pas rentrer dans tous les détails. On a aussi créé les comités d'usagers, on a créé aussi les personnes responsables de traitement des plaintes. On a créé beaucoup de choses. On a eu une réforme aussi il n'y a pas très longtemps du Code civil pour améliorer la protection des personnes inaptes qui ont besoin de protection. On a fait beaucoup de choses. Mais, et c'est un système, je pense que derrière tout ça, il y avait une volonté extraordinaire de vouloir améliorer la qualité des services et aussi la protection des droits humains. Mais la réalité, c'est que malgré tout, il se passe des choses absolument incroyables. Et pensez au cas de Saint-Charles-de-Borrolée. Avez-vous imaginé le nombre d'organismes et de personnes qui gravitaient autour de cet établissement-là et qui étaient là pour assurer soit la qualité des soins, soit la sécurité du public, soit le respect des droits? Il y avait, c'est absolument extraordinaire, il y avait le Conseil canadien de l'agrément qui avait refusé de renouveler l'agrément parce qu'on avait découvert qu'il y avait des lacunes très importantes sur le plan de la nutrition, des erreurs dans la médication, etc., sur l'hygiène. L'Ordre des médecins qui était dans le portrait, qui avait fait une inspection également, et qui avait produit un rapport en 1994. Il y avait l'Ordre des infirmières et des infirmiers qui produit un rapport aussi en 1993. Le curateur public qui a fait une visite en 1993, en mai 1993, je crois qu'il y avait aussi l'ombudsman de l'organisme, il y avait le comité des usagers, il y avait aussi le comité provincial des malades, il y avait le ministère de la Santé et des Services sociaux, les enquêteurs du ministère de la Santé et des Services sociaux, le commissaire aux plaintes du ministère, qui siège en appel des décisions des régies, qui siège même en appel des décisions des établissements, c'est comme la Cour suprême, Cour d'appel, la Cour supérieure au Québec. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? Vous pouvez imaginer la multiplicité d'organisations qui, je présume de bonne foi, étaient là pour s'occuper de la défense des droits ou la sécurité du public, et que malgré tout, on en soit arrivé là en 1994, 13, 94, 95. Mais alors, il y a un problème. On n'est pas à l'abri de ces choses-là. Et comment se fait-il que ce soit la loi du silence qui règne toujours? Il a fallu notamment qu'un organisme d'advocacy listé nous, c'était de cette organisation, je pense qu'on en serait encore au même point aujourd'hui. Il a fallu pousser très fort et les journalistes se sont mis là-dedans. Et vous pouvez imaginer, avec la pléthore de lois, de protection, d'organismes, on en arrive là. Et le gouvernement n'a même pas eu le courage de mettre en tutelle cette organisation-là. Pas du tout. On n'a pas besoin de mettre en tutelle. Pas du tout, tout allait bien. Ce n'était qu'une mauvaise perception des choses. Comme disait la directrice publiquement, qui avait utilisé les tribunaux pour empêcher que le rapport soit rendu public, elle avait dit que, de toute façon, le Conseil canadien d'agrément avait exagéré. Bon, si le Conseil a exagéré, c'est sûr qu'on n'a pas en tutelle une organisation. Il y a aussi le cas du pavillon Saint-Théophile. Mais j'ai vu que cet après-midi, on en parle, mais ça aussi, c'est une histoire d'horreur en termes de délai de temps. Et aujourd'hui, malgré la décision du tribunal des droits de la personne, qui a condamné à plus d'1 million le propriétaire pour les préjudices, violation des droits, ce n'est pas payé, mais ça a pris 10-12 ans pour en sortir. Maintenant, d'une manière générale, je vais sauter maintenant 4 chapitres. D'une manière générale. Oui, je vais vous dire parce que j'ai fait un texte et puis je vais vous remettre Madame Marc, vous direz l'intégrale. Si vous voulez l'intégrale, vous l'aurez. Moi, j'ai fait une analyse de tous les droits qu'on trouvait dans la loi concernant dans le réseau de la santé, tous les droits. Je suis rendu à peu près à 75 droits qui sont explicitement reconnus. En plus, il y a tous les mécanismes. Les mécanismes qui existent actuellement, ils ont des grandeurs et ils ont des défauts. Par exemple, les comités d'usagers, je ne crois pas que la réforme leur a donné plus de pouvoir.
Au contraire, j'ai l'impression que dans bien des cas, on a donné d'une certaine manière moins de pouvoir au comité des usagers. Et dans certains cas, et malgré la bonne foi des membres du comité d'usagers, j'ai l'impression qu'on est exploité ici comme comité d'usagers. La situation fluctue à l'échelle des établissements. Mais je pense qu'on a retiré du pouvoir et surtout le problème de financement dans l'aide à l'accompagnement. Je pense qu'il y a des problèmes. Le comité des usagers, c'est un organisme, d'une certaine manière, d'advocacy interne, mais qui est contrôlé, encadré par l'établissement. Je pense également, vous savez, le système de traitement de plainte, il est complètement bureaucratisé. Complètement bureaucratisé. On a nommé un gestionnaire responsable du traitement de plainte. Alors, ce gestionnaire, il est un directeur général adjoint, un directeur adjoint, un gestionnaire, qui a les intérêts aussi de travailler d'abord et avant tout pour l'institution. C'est-à-dire, quand il y a des choix à faire, entendons-nous. On se retrouve dans des situations de conflit d'intérêts. C'est un système qui est très lourd à réagir, qui est très bureaucratisé. Et je ne pense pas que, pour le moment, ça soit très efficace pour la défense des droits. Je pense aussi au rôle des régies régionales qui font ce qu'elles peuvent, mais qui, elles aussi, comme avant d'ailleurs, avant la réforme, étaient un peu en conflit d'intérêts. Elles ont des obligations quant au respect et l'aménagement des mécanismes de protection au niveau des établissements, mais en même temps, elles doivent négocier les régies régionales, les budgets, l'allocation des budgets. Je pense qu'il y a, et je ne veux pas dire ici que les gens sont de mauvaise foi, je dis que le système est poigné dans ce sens qu'il y a conflit d'intérêts. Bon, je pourrais vous parler des mécanismes, des plaintes contre les médecins, le système de discipline. Je pourrais vous parler de beaucoup de choses, mais comme on m'a dit que, d'ailleurs, mon outil, il faut que je parle trop, ce que j'ai dit, partez-moi pas. Je pense aussi à la Commission des droits de la personne. C'est incroyable. Dans les rares cas où elle intervient, ça prend un temps fou pour obtenir quelque chose. Et quand elle fait sa recommandation, elle n'est jamais exécutée. Et alors, c'est pour ça qu'ils ont créé un tribunal pour donner de la force à la Commission. Et en plus, sa juridiction, elle est limitée à l'article 48, qui est l'exploitation. Alors, on peut imaginer qu'encore là, on a un tel organisme. Bon, on a la curatelle publique qui fait ce que l'on peut, qui fait ce qu'elle peut. Le curateur public, le problème du curateur public, c'est qu'il n'est pas présent dans les institutions et qu'il doit se fier sur la bonne foi des personnes en institution. Et on parle de partenariat, très souvent ça m'inquiète quand on parle de partenariat et qu'on est un organisme de défense des droits. Mais finalement, je pourrais vous donner les grandeurs et les faiblesses de toutes ces organisations. Ce que je dis, c'est qu'en bout de ligne, la défense des droits humains n'est pas assurée ni garantie par cette multiplicité de mécanismes d'organisation, de protection des droits et des intérêts de la personne. Je dirais même que cette multiplicité ne fait qu'affaiblir la défense des droits. Je suis donc convaincu qu'il faut maintenant travailler sur autre chose, non pas pour remplacer ce qui existe, mais pour aider ce qui existe à s'améliorer. Le problème, c'est qu'il y a deux types de barrières dans les établissements, par rapport aux établissements. Les barrières générées par l'établissement lui-même, comme institution monopolistique, et ensuite les barrières qui sont liées aux personnes vulnérables de notre société qui vivent en établissement. Et le grand défi, je pense, des prochaines années, ça va être d'essayer de trouver des moyens de concilier et de faire sauter ces barrières-là presque simultanément. Et je pense, moi, que une des façons qui pourrait, comme dirait Bossuet, apporter du fine-tuning dans la défense des droits, c'est l'établissement d'un mécanisme d'advocacy. Je pense que le mécanisme d'advocacy doit être vu comme complémentaire à l'ensemble des mécanismes officiels. D'advocacy dans la mesure, et pour moi c'est des conditions absolument essentielles, où l'advocacy n'est pas une philosophie de prise en charge comme le font les établissements, mais une philosophie de maintien ou de développement de l'autonomie, dans la mesure où les personnes qui pratiquent l'advocacy ne se servent pas de leur clientèle pour réaliser des ambitions idéologiques ou personnelles,
dans la mesure où l'advocatie est très respectueuse des droits de la personne, dans la mesure où l'advocate se considère comme un outil de développement de la personne. Et, vous lire mon texte, d'autres conditions, je pense que l'advocacy va être en mesure de venir combler des lacunes dans notre système. Mais il ne faut pas le prendre sous un angle juridique ou administratif, il faut le prendre sous un autre angle. Parce que l'advocacy, un système d'advocacy qui est bien mené, qui est bien pensé, et qui est très particulier quand on parle de personnes très vulnérables qui ont beaucoup d'autonomie, où il faut être très prudent. Je pense qu'un système comme ça va permettre de faire le lien entre finalement l'approche souvent trop bureaucratique ou trop juridique des établissements et l'approche humaine, l'approche sociale qu'il faut, l'approche globale. Et je pense que quand on parle d'éducation, de réunion, de regroupement de forces, d'éducation, de politique d'intervention, de services en première ligne, je pense que l'advocacy, dans la mesure où elle va opérer un transfert de pouvoir, dans la mesure du possible, va être quelque chose de très évident. Je voudrais en parler, dire plus sur l'advocacy, mais je n'en dirai pas plus. Vous lirez mon texte. Je termine. 30 secondes. Je voulais vous dire que l'advocacy, pour moi, et je ne me sens pas menacé comme protecteur du citoyen, parce que je suis un organisme de recours. Je sais que l'advocatie, ça peut faire peur à beaucoup de monde. Mais je pense aussi que quand je constate Saint-Charles-Borromée, quand je constate l'autre cas dont on vous voit pour l'avenir, c'est que ça a toujours été grâce à l'investigation au travail d'organismes d'advocatie que les choses ont pu se régler. Ce qui est dommage, c'est que les personnes responsables n'ont pas fait de prévention. Ça n'aurait jamais dû se produire comme ça. Alors moi, je ne peux qu'encourager tous les efforts qui vont être faits dans le sens de développer des mécanismes d'advocacy respectueux de la personne et efficaces pour le profit des personnes vulnérables qui vivent en Nation. Je pense que c'est absolument essentiel. Les 2 ou 3, je voudrais garder toute une journée, mais on va les inviter pour toute une journée. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser une question? Oui? Vous n'avez pas de questions? Can what? Well, ask him if he's going to say okay. Pardon? Oh, yes, of course. We will re-invite him. Oh, yes. No, that's good, eh? Ah oui. Oui, absolument. Le protecteur du citoyen, pour des raisons historiques, n'a pas compétence sur les établissements. Nous avons reçu l'an dernier à peu près 700 plaintes et je dois les référer aux mécanismes existants. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'on est l'une des rares provinces au Canada, probablement la société distincte, où l'Ombudsman n'a pas de compétence sur le réseau des établissements. Quand dans l'Ouest, toutes les provinces ont compétence sur le réseau des établissements. Et ça ne met pas en cause les mécanismes d'advocacy, les mécanismes internes de traitement de plainte des établissements qui peuvent exister, des ombudsman à l'intérieur des établissements. Et pourtant, je vais vous dire qu'au Québec, il y a eu une commission parlementaire, il y a eu 56 mémoires qui ont été présentées pour que la nation d'ombudsman ait compétence. Mais le lobby, différents lobbies, dont le lobby syndical et le lobby du patronat à l'intérieur de l'établissement, entre autres, ont fait que le gouvernement n'a jamais osé donner ce pouvoir à l'ombudsman. Et pourtant, on est très bon. Hein? On est super. Je vous dis, parce que même si on a un pouvoir de recommandation, vous savez quel est notre taux de succès? Il est de 96%. 96% de nos recommandations sont suivies pour le changement dans les politiques, dans les lois, dans les programmes. Sur tous les domaines, nous avons compétence. Ceci dit, c'était le message du commanditaire.
Monsieur, voulez-vous? Moi, je voudrais savoir, vous avez utilisé une expression anglaise tout à l'heure, fine-tuning. Qu'est-ce que vous entendez par là en français? Je dirais le perfectionnement ou le raffinement du système, de façon à ce que les mécanismes actuels de protection des droits et organismes de protection des droits puissent, grâce au concours et à la force de la démocratie, puissent jouer mieux leur rôle d'une certaine manière. Dans le fond, je me dis, la démocratie va aider même à sensibiliser les organisations et les organismes à mieux jouer leur rôle, à moyen puis à long terme. Il ne faut pas rêver, ce ne sera pas demain matin. Et ça va permettre, comme je parle de raffinement, de fine-tuning, raffinement en ce sens que, vous savez, toutes ces barrières systémiques autour des personnes vulnérables, ces barrières systémiques, c'est tellement raffiné, c'est tellement subtil et sophistiqué que je pense que la démocratie va permettre de réduire les exclusions, de réduire les inégalités et d'éliminer aussi les préjugés et les stéréotypes qui concernent les personnes vulnérables. Ok, je vous remercie. Une autre question à madame. Dernière question, parce qu'on est encore ensemble. C'est seulement que dans ces sociétés pluriethniques, comme nous sommes dans ce moment, il y a une population avec un double problème, sont les personnes immigrantes handicapées ou les personnes âgées immigrantes qui ont la double problématique. Et c'est ça, c'est être handicapé et être immigrant, être personne âgée et être immigrant. Quand tu ne parles pas la langue, tu n'as pas de communication, ils sont plus vulnérables. J'aimerais qu'on prenne en considération. Absolument, vous avez raison, c'est parce que j'ai dû sauter 3 chapitres. J'en parlais des problématiques particulières aux membres des communautés ethniques et culturelles, aussi des problématiques particulières aux membres des populations autochtones. Vous savez, tout ça, c'est un ensemble de barrières systémiques. Le fait, par exemple, d'être femme, encore chez nous, il y a des barrières systémiques. Le fait de ne pas être riche est une barrière systémique. Le fait d'être handicapé est une autre barrière systémique. Le fait d'être membre d'une communauté culturelle ou ethnique est une autre barrière systémique. Et le problème que ça pose, c'est que toutes ces barrières systémiques s'accumulent les unes sur les autres. Donc, je pense que c'est là qu'il va falloir travailler très fort sur l'ensemble de ces barrières systémiques, de façon à avoir une politique et des mécanismes qui soient inclusifs plutôt que exclusifs. De toute façon, il avait parlé en anglais et en français, tout ce qu'il avait à vous dire. Plusieurs pages, au moins une vingtaine de discussions, quelque chose du genre. Vous nous accélérez, donc je vais parler de laquelle vous allez trouver plein d'éléments. Merci. Ça m'a fait plaisir. Elle a apporté plein de choses que vous pourrez prendre pendant la pause, et aussi sur leur bougie. Il y en a plein de boîtes. Alors, sinon, on en demandera à Myriam. Des choses qui sont gratuites et des choses. Des publications que le ROER, qui est l'Institut national de politique sociale qui regarde les handicaps, a publié. Ce sont des choses que je trouve extraordinaires. Ce sont des choses que nous, les praticiens, des choses qu'on dit, on fait toujours dire, ben non, t'exagères. Voyons, il y a ça, t'exagères. Alors, avec les publications du ROER, on a enfin quelqu'un qui est crédible, qui corrobore notre vécu en tant que praticien auprès des clientèles très vulnérables. Et ça, je vous dis, ça fait du bien au moral. Vous regarderez ça en sortant. Myriam, donc, Myriam has an extensive background in providing access to information on disability issues within a human rights framework. For the past several years, she's been the manager of information services at the ROER Institute, where she has been instrumental in developing information networks on disability issues
nationally and internationally. She's been actively involved in a number of research projects on violence and abuse against people with disabilities and has written extensively on this topic. She has also she's also been involved in the development and delivery of training and accessible information in this area. Par exemple, vous avez ici la violence et les personnes ayant des incapacités, une analyse de la littérature. C'est pas juste dans ma tête que ça se passe. Là, vous allez voir qu'il y en a d'autres qui ne font que ça, qui confirment ce que vous vivez chaque jour. Ça fait du bien. Puis quand quelqu'un vient dire « Ah, oh, là, tu dis, écoutez, lis donc ça peut-être, là. Moi, je suis ignorante, mais il y a des gens moins ignorants que moi qui se penchent là-dessus. » Et là-dessus, Myriam a fait un travail impressionnant. Je dois vous dire, je l'ai appelé, je lui ai dit quand j'ai vu la sortie. Il y a aussi beaucoup d'autres publications. Alors, sans plus tarder, je vous laisse en sa compagnie. Myriam. Merci beaucoup. I hope I don't fall off the stage. It's really a pleasure for me to be here today with all of you whom I sense, although I don't know you, that you are all very committed to lessening the vulnerability of people with disabilities to abuse. And I hope that as a result of our conversations today, that will become a reality. I'd just like to mention before I begin that I was extremely impressed with the previous speaker's comments. I think they were very insightful and very strong, and that more of this kind of discussion needs to be had in Quebec and across Canada as well. And I'm really glad that he left out a few chapters from his discussion because it leaves a little bit for us to say during the rest of the day. As I began to prepare my presentation for this conference on this December 1st, the date December 6th kept imposing itself on me. This December 6th, as most of you in this room know, will mark the 6th anniversary of the deaths of 14 young women at the hands of a disturbed young man who identified women as the target of his anger. I began to think about how, after the killings and the public grief and the sorrow that ensued, a debate raged. How could we understand this horrendous act? There were those who believed that it was the random act of a deranged individual. Others understood the murderer's misogynist views and his resort to violence as very much the result of a violent world that devalues women. And they exhorted us to remember that this dramatic tragedy must also serve to underscore the fact that many more women face the prospect of injury or death in the privacy of their own homes. A week after what has come to be known as the Montreal Massacre, in another dramatic but fortunately celebratory event, 52 men and 36 women who had been living in the Pavillon Saint-Théophile in Laval were kidnapped from the institution to be provided homes in the community. This is a story well known to most people here, I know. These individuals had been living in deplorable conditions, deprived of any freedom of choice or movement for an average of 7 years. During the day, they had been refused access to their bedrooms. They had spent their days lying on the basement floor. Their clothes were kept under lock and key. They faced punishments such as being refused a weekly allowance, or visits, cigarettes, TV programs, snacks, or even meals if they refused to comply. Some people would be tied to their beds or a chair for several days. This situation, too, gave rise to very important questions. How can we understand this abusive treatment? Is it simply the result of one individual's lack of respect for the human rights of people with disabilities?
Or is there a way in which abuse and violence against people with disabilities is sanctioned in our society? And if so, how many people with disabilities continue to face similar conditions, wherever they may be living? Another more recent event links the Montreal massacre and the liberation of the residents of Saint-Théophile. 2 years ago, on October 24th, 1993, in Wilkie, Saskatchewan, Robert Latimer put his young daughter, Tracy, in a truck and piped poisonous carbon monoxide from the vehicle's exhaust into the cab. Excuse me. As a result, Tracy died. This time, unlike the murders in Montreal, there was no public expression of grief over a premature death. Unlike the Saint-Théophile case, there were no advocates to save Tracy from her fate. Rather, because Tracy was physically and mentally disabled, many people felt that this was a mercy killing, an act of kindness committed out of love. In fact, in solidarity with Latimer, over 26,000 people signed a petition calling for a reduction of his sentence of life imprisonment. What the Latimer case highlights is the tremendous amount of work that still needs to be done so that people can actually recognize and name even the most extreme forms of violence against people with disabilities. Because many people still believe that people with disabilities are less likely to be victims of violence, precisely because they have a disability. Many people believe that having a disability actually acts as a prevention against violence and abuse. But I think most people in this room are aware that this is not the reality of people's lives. The reality is that people with disabilities are more likely to experience violence and abuse than those who are not disabled. The kinds of violence people experience, the factors that make it more likely to happen, and what we can do about this situation are all subjects I will touch upon today. But first, I would like to step back a bit and look at how we have come to this point of discussing the question of abuse and people with disabilities in the first place. Very little consideration was given to the issue of violence and people with disabilities until 7 or 8 years ago. In the mid-'80s, at a time when the issue of the sexual abuse of women and children was much in the headlines, little was being said about the degree to which people with disability were being abused. And yet, we knew, and all of us here I think knew, from conversations with people in our own organizations, in the disability rights movement, and in the community generally, that many, many people with disabilities were experiencing abuse. We knew, for example, that the vast majority of women and a very large percentage of men who had an intellectual disability had experienced sexual abuse. This prompted our first study, which is called Vulnerable: Sexual Abuse in People with an Intellectual Handicap, disponible également en français. This study was very significant because in a climate in which the sexual abuse of women and children was part of the public discourse, it helped to open a space for the particular issues and impacts for people with an intellectual disability. This was very important because the fears and the myths about sexuality and people with an intellectual disability continued to be widespread and still are today. Many people believed and still believe, for example, that people with an intellectual disability are oversexed or are undersexed, and that they would not be hurt by sexual abuse, or that they are not seen to be attractive and therefore would not be targets of abuse, or that they would not be able to tell anyone about the abuse. Our study set out to dispel many of these myths. It brought to light the extent of the problem. It suggested that based on a number of prevalence studies, from 39 to 68% of girls with intellectual disabilities will be subject to sexual abuse before the age of 18. That's 39 to 68%. It suggested that from 16 to 30% of boys will be subject to sexual abuse. That's 16 to 30%. These are very conservative estimates, I think, and we really have reason to believe that the numbers are much higher. And this, I think it's important to note that
this study, Vulnerable, and others on sexual abuse have indicated that in the vast majority of cases, the abuser is known to the victim. The abuser is much likely to be a family member, a friend, a caregiver, or service provider than a stranger. Vulnerable was also very clear to point out that the question of sexual abuse is much less about sexuality than about exercising of power over someone who is perceived to be less powerful. It isn't the fact of having a disability that makes people more vulnerable to sexual abuse, but it's the conditions in which people live, people find themselves, that put them at more risk. In other words, being a woman or having a disability, by definition, does not make us vulnerable to abuse. It is the conditions in which we live and how we are valued in our community and our society that increase or reduce the likelihood of abuse. The study also pointed to the need to work cooperatively across sectors to dispel many of the myths about abuse and people with disabilities and to reduce the risks. This report included recommendations about the need for training and education in the area of sexual abuse of people with disabilities across Canada. And so following the release of Vulnerable, we developed a set of training manuals called No More Victims. And these are directed at family members and friends of people with disabilities, social workers, the police, and the legal profession. And I have sets of these here as well. These are also now available in French. At this point, our work in this area was focused primarily on the issue of sexual abuse. However, in our conversations, in the training and in the education we were doing, and some of the other research we and others across Canada were conducting, we were learning about a variety of disturbing situations in which people with disabilities often found themselves. These ranged from situations in which people experienced unnecessary discomfort due to the deliberate actions of another person, to situations of serious neglect, which could be life-threatening. We began to see that there was a need to look more closely and at the same time more broadly at the issue of violence and abuse of people with disabilities. We sensed that the particular issues faced by people with disabilities need to be examined, understood, and exposed in order to make the changes necessary to reduce risk. It was at that point that we undertook the extensive literature review, which Hélène referred to in her introduction. This review, which is here, this review highlighted the limited amount of documented information available and the need for research in a number of areas. But it pointed, perhaps more importantly, to the need for concrete actions to reduce and respond effectively to violence and abuse. I'm not going to go into any detail about the findings of this literature review, but there are copies here for people who would like to take them home. But one of the key issues that emerged from the literature was the importance of understanding how people with disabilities experience and define violence. It became clear that in defining violence and identifying abusive or potentially abusive situations, it is critical to take into account systemic discrimination and to include both overt and subtle forms of abuse, which may or may not be considered criminal acts. Following the review of the literature, we undertook a study called Harm's Way, The Many Faces of Violence and Abuse Against People with Disabilities. It's this study here. And one of the goals of this study was to explore the forms of violence that people with a disability experience from the perspective of people who experience the violence themselves. We need to know how these forms of violence are similar to or different from forms of violence experienced by people without disabilities. And it's the findings of this study that I'm going to share with you in the time remaining. We discovered that for people with disabilities, it is not only the traditional acts of hitting, sexually assaulting, or verbally abusing a person that are defined as violent, but it's a whole range of actions or lack of actions that create trauma or cause suffering. Through our interviews of over 125 people across the country, we were able to develop a working definition of violence and abuse
against people with disabilities. So, this is our definition. Acts of violence and abuse can be defined as conscious and deliberate acts that cause or that threaten to cause harm. They are public or private acts that seriously violate the principle that persons with disabilities, like other persons, are to be equally valued and protected as human beings. They are acts that ignore or hold in contempt the voice of the affected person and that exploit a power imbalance, or that are contrary to the free and informed consent of the person. Typically, these actions result in the suffering of the person affected, whether emotional or physical. Extreme violent or abusive actions can result in the injury and even the death of the person affected. What we found was that in addition to physical, sexual, and verbal abuse, people with disabilities described being treated in ways that reduced their power, removed their independence, and destroyed their self-respect. Many of these actions are performed under the guise of care. Individuals were left sitting on toilets for hours on end. They were denied drink and food so that their clothes would not have to be changed so frequently, or so that they would be easier to move around. Individuals described being fed so quickly that they choked. Others described being forgotten, ignored, or unattended to by caregivers and service providers. People told of being yelled at, locked in a room, and assaulted on public transportation, in doctors' offices, on school grounds, and by volunteers in community centers. In summary, we found that violence and abuse generally come in the following forms: physical force, such as beating; physical actions that come under the guise of care, such as being pushed into uncomfortable positions, being forced to take medication that take away one's sense of control, being restrained or force-fed; unwanted physical actions of a sexual nature, such as fondling or unwanted sexual intercourse; the denial of rights, privileges, or opportunities, such as being denied the opportunity to get a job or being kept at home and prevented from going out; communications that are threatening, tormenting, or insulting, such as being spoken down to or being harassed; and finally, lack of proper action, as in cases of neglect. Having identified a whole range of acts that people with disabilities regard as violence, we also needed to understand what the risk factors are. Why are people abused? What are the factors that we can point to that make it likely that abuse will occur? We identified a number of risk factors that fall into three broad categories. The first one is the general climate that gives people permission to abuse. There are acts that people with disabilities consider to be abusive or violent, but are clearly not prohibited by law, social policy, or professional training. And as I said earlier, sometimes these acts even take the form of care. There tends to be a climate of acceptance, ambiguity, and ignorance surrounding the violence and abuse against people with disabilities. This gives permission to individuals who act violently and abusively. And we only need to look at the Saint-Théophile and Latimer cases as examples of this. Negative stereotypes is the second group of factors that we looked at. Some of the stereotypes that participants in the research believe contribute to various forms of violence against people with disabilities are the perceptions that individuals are stupid and can be taken advantage of, unquote. They, quote, don't know any better, and, quote, have no emotions and are more controllable than others. They are desperate for attention. As I mentioned earlier, there may be a sense that people will not disclose abuse. As one person put it, people with disabilities are seen as less valued human beings, as objects or as children. The third group of factors falls under the heading unequal social and economic position. People with disabilities may be reliant on others for their personal care, which can leave them vulnerable to abuse. For example, if you require assistance bathing or toileting, you may be vulnerable to abuse.
Many people are dependent on their families for care. Their caregivers usually lack adequate support and are overstressed by the demands of caregiving. The hopelessness and tension that may develop may give rise to abuses. When people live in group homes or institutions where paid givers are usually poorly paid and overworked, there are few safeguards to protect against violent and abusive behavior. People with disabilities are disproportionately poor. They usually do not have the means to buy their way out of violent and abusive situations. People with disabilities are often socially isolated. And when people are socially isolated, the ordinary checks and balances that can discourage, detect, and address violence are not as likely to be present. Excuse me. Because of how they are socialized and the barriers they face to participation in society, people with disabilities may be unaware of their rights. They may be unable to identify when the actions of others are unacceptable or know what to do in the case of harm. Many people with disabilities also find themselves having to contend with a range of factors that take a toll on their self-esteem and confidence. These include negative stereotypes and attitudes towards disability in a society that prizes physical perfection and intelligence, having to depend on others in a society that prizes independence, being poor or economically dependent on others in a society that prizes wealth. In the words of one respondent, people may internalize this social devaluation, believing that they are not entitled to dignity and respect. The above factors, combined with limited communication abilities of some persons with disabilities, can also render them particularly vulnerable. Perpetrators choose people with a disability if they feel their victims would not be able to tell about abusive incidents. Individuals also often lack the self-esteem, confidence, or verbal ability to make known the fact that they have been victimized. But when they do tell, they may also find that others simply doubt their story or blame them for the incident. Compounding the vulnerability of people with disabilities is the particular difficulty they may experience in attempting to defend themselves from their perpetrator. As one interview respondent put it, people seem to pick on someone they think can't defend themselves. We also wanted to try and understand why people with disabilities who are being abused might not tell about the abuse, and we came up with a few factors. We found that people were inhibited for a number of reasons. People who have experienced ongoing violence and abuse may think that only the most extreme forms of violence are worth telling to someone. The more subtle but still damaging acts might not be reported. The person may actually have no physical way of contacting another person that they can tell of the abuse, or there may not be a person whom they trust. Perhaps the disclosure will make the person more vulnerable to abuse. Or perhaps the person feels sympathy for the perpetrator, who may be a relative or a friend. All of these factors can affect the person's ability to reach out. It means that other people play a crucial role in reaching out to people with disabilities who are victims of violence or abuse. It therefore becomes important to understand the various forms of abuse that abuse can take and to identify abuse when it happens, which is why I spent some time describing these various forms of abuse. How does society respond? It became very clear in our research that the response to disclosures of violence and abuse is usually inadequate. Staff and community agencies dealing with people who have experienced violence or abuse usually refer people with disabilities to other places. Police rarely lay charges in situations of violence or abuse against a person with a disability. Police often lack training or experience in dealing with people who have an intellectual or physical disability that involves communication differences. And lawyers often do not know how to help people with disabilities through the justice system. A great deal depends on the amount of sensitivity lawyers and judges have towards people with disabilities.
Canada's criminal code and civil laws do not recognize much of the degrading and frightening treatment people with disabilities experience. And should a case finally make it to court, it will often be thrown out. The people we interviewed were clearly frustrated and outraged by the response in society to their abuse and victimization. There was a widespread conviction that justice is not being served. Well, this leads me to my next question. What changes are needed to reduce the chances that persons with disabilities will experience violence and abuse, and to increase the chances that abuse will be disclosed and treated seriously? Perhaps the first and most important need is for recognition of the problem. The violence and abuse of people with disabilities is more often than not suffered in silence and not acknowledged. All those concerned with the well-being of people with disabilities need to be aware that violence and abuse occur on a significant scale, and that many factors which can be changed, make people vulnerable. So a great deal of public education is needed, and social policy, administrative, and program reforms are also required. Some of these changes are systemic and involve policy and program reforms to reduce the marginalization of people with disabilities that make people more vulnerable in the first place. Specific preventative actions in particular situations are also required, and a number of improvements are needed in terms of the ability of systems to respond to abusive situations. So there are three categories that I'd like to just look at very briefly. Some of the systemic changes that are needed to eliminate the conditions that make people vulnerable to abuse include better access by persons with disabilities to the labor market so that they are not so widely impoverished, more adequate levels of income support that would reduce the economic reliance on caregiver perpetrators, disability-related support services that are more widely available, affordable, portable, and subject to consumer control, so that people are not required to participate in delivery sites that might involve risks, such as sheltered workshops or group homes, special care homes, or institutions. And changing attitudes regarding disability through public education. I'm just going to mention a few of the specific preventative measures that need to be taken in a whole variety of settings to make it less possible that people will be harmed. One measure would be to ensure that people with disabilities know their rights and how to report abuse. The development of clear definitions with respect to abuse and neglect, and the requirement that reporting be made to the police or child welfare authorities, and that investigations happen quickly, and that the safety of the individual be ensured. It's important also to educate service providers and professionals who come into contact with children and adults with disabilities on the relationship between maltreatment and disability, and on how to identify abuse and how to make appropriate referrals. It would be important to provide assertiveness training and empowerment of people with disabilities to resist abuse. And a final suggestion would be to make non-intrusive, non-stigmatizing, and supportive financial, educational, counseling, and emotional assistance to families who indicate a need, so that stresses on families can be resolved before they escalate into violence and abuse. A few comments on some of the measures that need to be taken to ensure that that responses to abusive situations are appropriate. For example, police and social services that serve the general population need to take more active steps to ensure that their organization's resources are accessible to all members of the community, irrespective of ability. Court facilities and Crown Attorney's offices need to be made accessible to people with disabilities. This would include procedural guidelines and sources of assistance that the court can tap into
when a witness has a communication difficulty, or limited literacy skills, or a sensory impairment, or other limitation that potentially affects his or her ability to participate on a fair and equal basis in a court proceeding. And finally, clear procedures need to be developed within and across a number of sectors concerning how to arrange the necessary referral and other supports for survivors. These include social service agencies, advocacy organizations, health and mental health care providers, the police, and the legal profession. There is much to be learned about the best ways to prevent abuse from happening, as well as how to support survivors of abuse. Lessons can be drawn from the women's movement, where much valuable learning has revolved around the need for women to break the silence and have their experiences validated. People with disabilities who have been survivors of abuse have long been marginalized and silenced. And so it is crucial that the silence be broken and that the structure of violence and abuse affecting people with disabilities be exposed. Only in this way can it be addressed. Measures to reduce vulnerability and to create more control for individuals and more accountability in the service sector must be a result of this exposure. Measures to give support to people in their right to be safe from violence and to expose perpetrators must be made. Measures to improve access to the justice system and supports to help them see that justice is done must be put in place. All of this is crucial so that people with disabilities will no longer be seen as easy targets of violent acts or abusive treatment, as people who have no one to tell, as people who are physically or emotionally unable to tell, or who will not be believed when they tell. Action is crucial so that people can live as equal, fully participating members of their communities, free from violence and from the threat of violence and abuse. Thank you. Madame Tickle, merci beaucoup. Et je suis sûre qu'elle aussi pourrait continuer toute la journée parce qu'elle est allée par points. Mais tout ça, c'est détaillé et ça va être comme ça pour chacune des personnes, ne vous en faites pas. Alors, on arrête 15 minutes, pas plus. On va essayer de se rattraper un petit peu dans le temps. On est conscient qu'il fait chaud. On est des ennuis techniques, mais enfin, avec la foi, on peut faire n'importe quoi, n'est-ce pas? Alors, on a eu deux éminents conférenciers qui nous ont étalé leur savoir et leur intérêt à parler d'une problématique qui nous touche tous et toutes. Mais on a parlé de personnes qui vivaient des conditions. On en a parlé en experts. On en a parlé en gens intéressés. Maintenant, je pense qu'il faut que les personnes concernées nous donnent leur point de vue. Et nous avons, au cours de cette journée, je dirais, 3 très braves personnes quand on connaît à quoi elles s'exposent. Ce sont des personnes qui ont le courage de leurs convictions. Ce sont des personnes qui exigent une inclusion à part entière. Je pense que les gens qui sont ici supportent ça aussi et c'est même pas à considérer, là. Nous aurons donc un témoignage immédiatement. Jusqu'à l'heure du dîner, je vous indique un petit peu la façon de procéder. Alors, on aura un témoignage qui va nous être livré par un jeune homme de 28 ans, 29 ans. 14 ou 15 ne fait pas de différence. Alors, et ce témoignage-là sera suivi d'un visionnement par un éminent professeur que je vous présenterai aussi, qui est trop loin pour être avec nous autres, mais qui est avec nous autres de cœur, qui est aussi une éminence dans le champ de sa connaissance et aussi avec un cœur large comme le monde en termes de justice sociale. Et ensuite, on aura un autre témoignage d'une autre usagère et on ira dîner. Alors, je vous présente immédiatement M. Messier.
Claude de son prénom. C'est un jeune homme que je connais depuis au moins une quinzaine d'années. Alors, je l'ai vu traverser toutes sortes de stages. Et je peux vous dire qu'il est tout à fait comme les jeunes hommes de son âge. Il a fait des bons coups, puis il a fait des mauvais coups. Il vit présentement dans une institution et il vous dira lui-même laquelle. Et Claude a quelques difficultés d'élocution, mais ne vous en faites pas, son esprit est très clair. Il écrit très bien. Il a produit des textes qu'on aurait aimé vous amener ce matin, mais du point de vue technique, là, on ne peut pas tout faire. Mais vous allez en retrouver un dans la pochette, qui est un poème. Claude a déjà publié aussi. Puis il a aussi fait des textes plus sérieux, entre autres sur ses conditions de vie, qui valent la peine d'être vécus. Je vous parle en tant que professeur. Ça vaut la peine. C'est pas de la condescendance. C'est des bons produits. Alors, Claude va s'introduire un petit peu. Puis ensuite, je pense qu'il va faire le reste lui-même, va vous expliquer la présence d'Alexandre. Et je vous laisse entre ses mains. Un instant. Merci. Alors, mon nom est Claude. Comme elle vous l'a dit, j'ai 29 ans, handicapé physique, comme vous le voyez, très lourdement. J'habite à Varamé. Actuellement, j'ai fait mon bac à l'UQAM en lettres. J'ai vécu beaucoup de choses depuis que je suis tout jeune. Alors, Alexandre, ah oui, si vous avez des questions après la lecture du texte que j'ai fait, posez-moi-les. Ça m'a fait plaisir. Alexandre? Ça va? C'est bon? Merci. Alors, vous aurez compris que Claude veut vous faciliter l'audition parce qu'il ne veut pas que vous perdiez une parole. Donc, il a demandé à Alexandre, qui est son aide technique, ses bras, sa parole, pas sa tête, par exemple, Alexandre, de le supporter là-dedans. Alors, Alexandre. Bon, alors, c'est un texte que Claude a composé, donc qui est à la première personne, mais il faut comprendre que c'est Claude qui parle, là. Alors, j'habite depuis 6 ans à l'hôpital Saint-Charles-Borromée. Depuis que j'y réside, les atteintes à mon autonomie répétées ont causé énormément de stress chez moi. Afin de mieux illustrer mes dires, je vais vous raconter quelques anecdotes qui montrent bien de quelle façon, parfois insidieuse, on m'affecte psychologiquement. Depuis quelque temps, je me suis lié d'amitié avec un jeune homme de 20 ans atteint de paralysie cérébrale qui ne réside pas à l'hôpital. À plusieurs reprises, j'ai été témoin d'abus de pouvoir dirigés vers lui de la part de certains membres du personnel de l'hôpital. Pourtant, mon ami n'est pas méchant, sans aucune malice. Il est seulement un peu naïf et il ne connaît pas tout des hôpitaux. Mais c'est un prétexte valable pour le culpabiliser. Il a toujours suivi toutes les directives de l'hôpital. À cause de cette attitude déplacée du personnel, mon ami est maintenant mal à l'aise à l'hôpital. Il se sent exclu alors qu'auparavant, il s'y sentait comme un poisson dans l'eau. On a même été jusqu'à soupçonner sérieusement un autre de mes visiteurs de trafic de substances illicites. Évidemment, rien de tout cela n'était fondé, et j'ai fait plusieurs plaintes à ce sujet. La cause s'est même rendue au bureau du commissaire des plaintes, qui lui aussi s'est détourné de moi pour des raisons que je ne comprends toujours pas. Après tout, c'était seulement un ami qui venait me visiter, et seuls des soupçons lui ont interdit l'accès à l'établissement. Il me semble vraiment que tous mes amis qui sortent un tant soit peu du cadre social soient immédiatement jugés et catalogués fauteurs de troubles. Tous ces stress et bien d'autres plus nombreux et vécus jour après jour minent ma santé. Je ne me sens pas bien dans un environnement où j'ai continuellement à me battre pour faire valoir des droits fondamentaux comme celui d'obtenir du respect de la part du personnel envers mes visiteurs. Dernièrement, l'étau s'est resserré sur moi. On m'a interdit d'aller au réfrigérateur de l'étage sans le demander à une infirmière ou un préposé. Mes amis ne peuvent en aucun cas me soulever de mon lit pour me mettre dans un fauteuil roulant, ce qui me fait pourtant gagner beaucoup de temps. De plus, les dirigeants de Saint-Charles veulent qu'un lève-patient soit utilisé pour me lever de mon lit, alors que jamais auparavant je n'ai été soumis à cet appareil. Ils savent pourtant que cette méthode m'est très douloureuse et ne fait qu'aggraver mon stress. Aujourd'hui,
je me retrouve à l'hôpital Saint-Luc où j'ai dû entrer d'urgence. Le stress intense qu'on m'a fait subir depuis quelques mois a soudainement ravivé ma maladie. Tout ce que j'avais refoulé comme frustration m'a affaibli et j'ai eu une augmentation radicale de mes douleurs musculaires. Je suis un être humain. J'ai des droits fondamentaux. Pourquoi devrais-je me sentir continuellement attaqué émotivement? Pourquoi? Je devrais pourtant me sentir chez moi à l'hôpital et non pas comme un étranger. C'est tout. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'est pas obligé d'en avoir, mais s'il y en a, des fois, on n'a pas besoin de poser de questions. Hein? Bon, Claude, pas de questions, tout est dit. Merci. Alors, on va... Hein? Non. Bon, Diane, es-tu capable? Non. Claude, est-ce que tu peux aller en arrière? Tu vas essayer d'y aller. On va se séparer, on va le faire passer par là, si ça ne vous dérange pas trop. Saint-Luc, ça fait pas une semaine. Est-ce que Joanne, viendrais-tu préparer la table, s'il vous plaît? Diane, tu vas regarder Dexapsy, peux-tu te retourner ou peut-être te mettre vis-à-vis la colonne un peu? Formation comme infirmière. Et je pense qu'il était un peu fatigué de voir des choses, alors il a décidé de prendre une parole plus forte. Donc, il est allé compléter un doctorat. Maintenant, on l'écoute plus, j'imagine. Mais il prend du temps pour mettre par écrit et partager avec tous ceux qui sont intéressés. Il nous a envoyé, il ne pouvait pas être avec nous autres, parce qu'il écrit, dans lequel il va nous livrer ce qu'il a à nous dire. Et évidemment que tout ça va être complété par son volume. Ce qui est le plus intéressant, c'est que dans votre pochette, vous avez sur le côté gauche, il a mis il est directeur d'un vaste réseau international en ce qui est ensemble, même si on est à des 1000. Et c'est le fruit de cette communication qu'on va vous passer ce matin. Dick Sopsey is a professor of educational psychology and director of the Developmental Disabilities Center at the University of Alberta. He has been actively involved in research on the relationship between violence and disability since 1986 and has authored a number of books and articles on this topic, including his 1994 text, Violence in the Lives of People with Disabilities, The End of Silent Acceptance, ce que je vous ai montré. Il y a aussi un excellent article sur l'analyse du cas Latimer d'une dizaine de pages dans Arch Abilities. Qui peut m'aider, là? C'est un expert? Alors, c'est son livre et c'est sa présentation ce matin. Probably the darkest day for institutions was during the Second World War in Germany when the T4 program was initiated to eliminate people with disabilities under the name of euthanasia. The little window in the corner of this slide is actually a window that's in the basement of Hadamar Hospital in Germany, where the first find out where you might be if you had the sickness or virus at age 4, if you had been hit by a cyclist when you were very young, or you had been born into a world of squalor and violence. The things that seem to allow
violence to take place in institutions and probably contribute to all violence against people with disabilities. First of all, Oui, c'est parce que je ne parlerai pas assez fort sans ça. De toute façon, j'ai assez mal aux yeux. Assez mal aux yeux. Mm-hmm. J'espère que la représentation de M. Soapsi vous a apporté de l'information supplémentaire. Bon, là, plusieurs personnes nous demandent le texte. Je suis mieux de vous donner notre position, là. On va tenter de colliger les textes qu'on a. M. Soapsi n'a pas écrit son texte. Nous ne l'avons pas. Je vais lui demander s'il l'a écrit. Vous pourrez nous rejoindre, mettons, dans 2 semaines, parce qu'on va se reposer un petit peu. Puis on va penser à un moyen de partager avec vous autres ces précieux textes-là. Comment on pourrait procéder pour faire ça. Parce que c'est encore de l'organisation technique, puis on n'en a pas beaucoup d'organisation technique. Oui. OK. OK, on peut s'enquérir là-dessus. On va s'enquérir là-dessus de ce qui est possible. Et on a quelqu'un qui prend toutes les conférences, là. Mais on ne sait pas ce qu'il va faire avec ça parce qu'il n'est pas payé, pauvre monsieur. Mais il y aurait peut-être aussi une possibilité de faire comme les 5-6 conférences ensemble. En tout cas, là, l'important, c'est qu'on ait vos adresses. Puis à la fin, avant de quitter, ceux qui sont intéressés, je suis bien de vous le dire tout de suite, à rester connectés à notre réseau. Vous irez vous inscrire à une table qu'on vous indiquera. Puis à ce moment-là, on vous enverra des renseignements, on communiquera avec vous autres. Mais vous savez quand même en attendant de nous rejoindre. La prochaine conférencière est une autre experte. Alors, une experte depuis de nombreuses années, une experte qui vit la situation 7 jours par semaine, 24 heures par jour, 365 jours par année. Une experte qui s'exprime très bien et qui peut formuler ses idées très clairement. Elle vit dans l'institution, c'est Mme Diane Langevin. Elle est présidente du NIC, qui est un groupe communautaire que peut-être certains connaissent déjà, nous nous intégrons en commun. Elle vit des choses difficiles et ce matin, elle avait idée de nous prêter main forte à réaliser la première étape d'un mouvement qui s'appelle la reconnaissance des abus. Parce qu'on tait les abus, on les cache. C'est pas pour rien que ça s'appelle brisons le silence. Alors, comme le disait Mme Ticot, il faut, pour régler une situation, reconnaître qu'elle existe. Pas au 3/4, pas à moitié, pas juste un peu, que c'est systémique. Et quand vous partirez d'ici, si ça vous a convaincu que c'est systémique, donc la prochaine étape, ce sera de chercher des vraies solutions et non pas des plasters pour cacher des bobos. Alors Diane va vous faire part de son vécu. Vous pourrez la questionner à loisir. Celui-là, il fonctionne? Il fonctionne. Oui, bonjour, je suis Diane Langevin, j'ai 47 ans et j'habite au centre Jules-Henri Charbonneau depuis 6 ans. Et ce qui a fait que je suis entrée en institution, étant donné que j'ai une maladie dégénérative et que j'ai besoin de plus en plus de soins, alors j'ai une dépendance de plus en plus grande et c'est le côté qui est le plus difficile à accepter dans notre condition, c'est de dépendre de plus en plus des gens. Et
il est nécessaire que ce soit fait avec dignité et en nous respectant en tant qu'être humain. Et ce n'est pas toujours le cas. Alors moi, j'habite dans un milieu de soins de longue durée, avec des personnes âgées majoritairement, qui ont des atteintes cognitives. Il y en a d'autres qui ont des atteintes psychiatriques. Il y a des gens qui sont alités à plein temps. Il y a des gens qui crient jour et nuit. Alors, c'est un milieu de vie qui est assez difficile déjà comme tel, comme environnement. Parce qu'en face de ma chambre, j'en ai 3 qui crient plein temps. Puis on me dit, bien oui, mais toi tu sors, t'es chanceuse, tu les entends pas. Mais pourquoi je sors? C'est pour sauver ma santé mentale. Alors c'est ça, c'est... Puis on a beau essayer de voir comment il y aurait moyen d'améliorer. Et actuellement, il n'y a toujours pas de solution. Alors, et aussi, on arrive dans le salon, parce qu'on a un endroit pour fumer seulement. Et on arrive dans le salon, bon, il y a beaucoup de personnes qui ne fument pas, qui me placent dans le salon avec nous. Il y a des gens qui sont agressifs. Alors, on est installés là tranquillement. Les personnes arrivent, puis ils avancent dans notre fauteuil. Ils reculent, avancent. On demande à la personne, pouvez-vous vous tasser? Le salon est assez grand. Là, du moment qu'on leur dit ça, là, ils commencent à lever les bras en l'air et à frapper. Je calcule que non plus, je n'ai pas à me faire frapper. Je ne suis pas là pour vivre dans des conditions semblables. Et bon, même si on en parle aux gens qui sont en charge au niveau de l'étage, ces choses-là continuent, puis on me dit, mais pas de leur faute, vous savez, ils sont malades. Je suis très consciente qu'ils ne sont pas dans leurs conditions normales, mais il y a peut-être moyen de faire des choses pour améliorer ça. Il y a aussi des gens qui fuguent, je veux dire, c'est un mélange, un vrai melting pot de gens. Et on est quand même un certain nombre de plus jeunes et avec des atteintes dégénératives et ayant quand même une certaine lucidité très lucide. Et on est tous séparés. Il y a 3 étages de soins de longue durée. Alors, il y a quelques personnes sur chacun des étages. Fait que le fait de pouvoir se regrouper puis de demander des choses, c'est pas évident non plus. Parce que ça se fait au niveau de l'étage. On essaie d'aller au niveau de la direction, mais il n'y a pas comme de regroupement pour aller faire des plaintes communes. Et aussi, quand on arrive, on parle de besoins de base, comme le manger, aller à la salle de toilette, se faire laver. Il y a des préposés qui arrivent, bon, ils veulent quand même, il y a comme une petite lutte de pouvoir à un moment donné. Elle, là, elle va attendre. Moi, j'ai décidé que je ne la ferai pas ce matin, là, puis elle va attendre quand je vais être prête. Et ça se fait quand même assez régulièrement. Ou si jamais on porte plainte contre une de ces personnes-là, naturellement, la plainte, la personne ne saura pas qui le fait, mais de toute façon, par le style de plainte qu'on va faire, ils peuvent retracer facilement la personne. Fait que le lendemain ou le surlendemain, on nous le fait savoir indirectement. C'est ça, c'est pas de l'abus physique comme tel, mais c'est de l'abus mental. Et quand on vit ça continuellement, ça finit par un moment donné agir sur nous. Et aussi, il y a des gens à un moment donné qui même décrochent. Ils disent, ça me donne quoi, là? Je suis bien de rester là, pas attendre. Et c'est pas tout à fait normal. Alors, c'est le quotidien, les repas. Je suis la dernière servie, mais la première desservie. Alors, et des fois, ça s'appelle « Je vois mon cabaret », puis 3 personnes viennent après. « Avez-vous fini? » Non, j'ai pas fini, je viens d'avoir mon cabaret. Parce que j'ai trouvé des trucs pour quand même me débrouiller moi-même pour manger. Parce que je veux pas être gavée, ni plus ni moins qu'on me fasse manger à vitesse, parce que je serais toujours étouffée. Et à ce moment-là, j'ai des moyens pour m'organiser avec des pailles, des choses comme ça. Mais il faut quand même que je prenne le temps de le faire. Et les besoins de base, comme la toilette, on arrive, puis bon, c'est pas l'heure, parce qu'il y a des heures en institution pour aller à la toilette. Et si j'arrive, puis à un moment donné, j'ai une diarrhée, puis je le demande à 2 heures de l'après-midi, puis c'était à 1 heure. Fait qu'on va me dire, bien là, c'est pas l'heure. Et ça m'est arrivé, à un moment donné, j'avais des diarrhées fréquentes, et c'est ce qu'on m'avait répondu. C'était trop tard. Mais j'ai dit, fais quoi, moi, à ce moment-là, là? Ah! C'est ça, c'est toutes des situations qui, à un moment donné, finissent par nous abattre. Mais c'est pour ça que je me dis, à quelque part, comment on peut faire pour garder notre santé mentale, c'est loin d'être évident.
Mais même le personnel, il y en a là, qui trouvent qu'on est exigeante parce que nous, on connaît nos besoins. Parce que les besoins d'une personne qui est alitée, qui ne s'exprime pas, sont différents des nôtres, mais nous, on est là quand même pour voir ce qui se passe et dénoncer aussi pour ces gens-là. Parce que quand on voit des préposés qui entrent dans une chambre pour laver un patient, 5 minutes après, ils ont fini, on se demande à quelle vitesse ça a été fait, là. Mais ça, on le voit, nous. Mais la personne, elle ne peut pas le dire. Fait que c'est des choses comme ça qu'on demande. On arrive au comité des bénéficiaires. Le comité des bénéficiaires, jusqu'à quel point ils ont beaucoup de pouvoir, là. Je suis très sceptique. J'ai déjà été présidente du comité. Et quand on a commencé au début, là, on faisait des demandes, on acquiesçait assez régulièrement à nos demandes, mais à un moment donné, c'était peut-être trop, là. On est arrivé à un moment donné avec une question de linge, de buanderie. Ça faisait plusieurs fois qu'ils reprenaient les techniques pour laver. Et on avait demandé au directeur en lui disant, le linge est encore sale. Il nous avait dit, ça se peut pas, on a encore changé. Fait que ce qu'on a fait, on a récupéré du linge, on est allé lui porter. Alors, il n'a pas tellement apprécié le geste, mais c'était la seule façon, quelque part, de montrer que c'était vrai. Et par la suite, là, moi, j'ai laissé, parce que j'ai eu beaucoup de moyens de pression contre moi de la part des employés, parce qu'il y avait des moyens de pression à l'intérieur de l'établissement. Donc, j'étais la mieux placée pour subir les conséquences de ce qui se passait. Là. Et c'était vraiment trop. J'étais en train de me brûler physiquement et mentalement. Mais même à ça, il y a des gens qui sont en poste au niveau du comité, qui s'occupent de leurs besoins. Mais quand on parle des besoins de l'ensemble, c'est pas toujours le cas. Là. On oublie beaucoup de représenter la masse. Ça, c'est un peu aussi peut-être un manque de formation ou de connaissances aussi. Mais c'est quand même les gens qui devraient être là pour nous représenter. Je vais juste prendre un peu de liquide. Et aussi, la direction des soins infirmiers, alors pour avoir un suivi, c'est assez difficile, là. Et bon, de toute façon, il y a certaines choses qui ont fini par bouger, mais il y a quand même des choses qui ne vont pas très vite et qui devraient arriver. Et même à un moment donné, il y a 3 ans, j'ai fait une plainte au niveau de la régie régionale pour des choses que je voyais qui se passaient à l'intérieur de l'établissement. Des gens qui avaient des fractures, personne qui s'est ramassé à l'urgence pour un ulcère perforé de l'estomac. Mais on disait que, bon, ça ne mangeait pas, parce que, bon, c'est une personne qui avait quand même une atteinte cognitive, qui criait. Alors, c'était probablement du caprice. Sa famille apportait de la nourriture, il ne mangeait pas plus. Fait que la famille a insisté à un moment donné pour qu'il se passe quelque chose. Alors, à force de voir des choses comme ça, parce que les gens dont les familles s'occupent beaucoup, bon, bien, on va faire plus attention, parce que, bon, les gens surveillent de très près. Mais les gens qui sont là, qui sont laissés pour compte, bien, ces personnes-là sont les plus à plaindre, parce qu'il n'y a vraiment personne là, qui peut se débattre pour eux autres. Fait que c'est un peu toutes ces choses-là, moi, que je dénonçais. Et bon, à un moment donné, ils ont fait une rencontre multidisciplinaire à mon sujet. Je n'étais même pas présente à cette rencontre-là. Il y a des choses qui se sont décidées qui me concernaient. Et on avait même prévu un rendez-vous chez le psychiatre pour moi. Et bon, moi, je l'ai su. On m'arrive, on dit, ah, peut-être ce serait bon d'aller voir un psychiatre. J'ai dit, ah bon, pourquoi? Parce que naturellement, c'était pas à cause de la démarche que j'avais faite, là. Mais c'est parce que ça faisait longtemps que j'étais malade. J'avais besoin de voir un psychiatre. Et j'ai demandé pour voir mon dossier. Encore là, il a fallu que je passe par 3 personnes pour finir par avoir accès à mon dossier médical. Et je n'avais pas besoin de personne pour le lire, étant donné que je suis secrétaire médicale. Je peux le lire sans problème, mon dossier. J'ai fini par le lire. Et là, j'ai vu qu'il y avait déjà un appel qui avait été fait pour prendre un rendez-vous pour moi en psychiatrie.
J'ai dit, ah bon. Fait que là, ben, j'ai fait des démarches auprès du comité provincial des malades pour savoir jusqu'à quel point qu'on pouvait m'obliger à aller voir le psychiatre. Parce que moi, je n'en voyais pas la nécessité. Et bon, et les gens étaient prêts à intervenir si jamais on me forçait à y aller pour venir me défendre. Parce que je trouvais que ça n'avait aucun sens, là. Alors c'est ça, c'est comme tout le temps, on essaye de se sortir la tête de l'eau, mais il y a toujours un coup de matraque à un moment donné qu'on nous retombe dessus. Fait que c'est comme très difficile de vivre dans des conditions comme ça. Et moi, je trouve qu'à un moment donné, il faudrait peut-être que pour les plus jeunes personnes, qu'il y soit des alternatives, ou en tout cas qu'il y aurait moyen de faire quelque chose qui serait peut-être plus cohérent pour les gens, et aussi où on pourrait avoir peut-être plus notre mot à dire et notre mode de fonctionnement, parce que c'est tellement important qu'on fonctionne selon nos besoins. Et quand on peut les exprimer, c'est encore plus facile. Je pense que j'ai pas mal fait le tour, là. Oui, alors merci Diane. J'ai encore pas d'autres choses à ajouter. On réfléchira. Diane va être avec nous aussi pour la balance de la conférence. On va quitter, on va aller dîner. Et midi et quart, qu'est-ce que vous pensez si on prenait, pour peut-être essayer un petit peu de se rattraper au lieu d'1h30, 1h15, est-ce que ça vous irait? 1 heure, ça serait assez? Bon, j'espère qu'en bas, ils vont être capables de répondre dans 1 heure. Donc, on se donne rendez-vous à 1h15, 1h20.